allons commencer cette session sur la réduction des risques. Moi, j'ai eu la chance, dans une vie antérieure, en étant président de Médecins du Monde, de développer à Médecins du Monde d'abord un modèle pour accueillir les usagers de drogue par voie intraveineuse, et puis essayer de trouver un concept qui puisse être développé au plan national. Les astres étant alignés, Bernard Kouchner était ministre de la Santé, donc ça a été une occasion d'essayer d'enfoncer un peu le clou et de forcer les autorités, de parler à la police, d'essayer de changer, sinon la loi, en tout cas les pratiques. Et c'est grâce au professeur Pat O'Hare, qui est ici, que nous avons mis en place notre programme. Mais pour le mettre en place, nous avions fait une grande conférence à Paris qui s'appelait Triville, New York, Londres, Paris, où nous avions des intervenants de ces trois pays avec quelques autres, c'est-à-dire des Hollandais, à l'époque essentiellement des Hollandais, ça avait été une conférence extrêmement positive, assez polémique par moments. Beaucoup de ministres étaient présents, Bernard Kouchner présidait cette conférence, et Pat O'Hare, qui était le spécialiste à Merseyside, près de Liverpool, qui a théorisé ce concept, était des nôtres. Et si vous retrouvez une revue des temps modernes, vous verrez le déroulement de cette conférence qui nous a apporté beaucoup de choses, parce que ce réseau international nous a permis de nous décontracter un peu, parce que tout seul en France, c'était très difficile. En gros, ce qu'on appelait les intervenants en toxicomanie ne voulaient pas trop entendre parler de ces sujets. La police, évidemment, était totalement contre. Et donc, il fallait se battre. Alors, quand on était médecin du monde, c'était assez facile. On allait au bois de Boulogne, on avait des bus, on distribuait des seringues, etc. Mais il fallait pouvoir théoriser. Et je pense que cette théorisation a eu lieu lors de ce congrès, en tout cas le début, avec bien d'autres. Et c'est pourquoi je suis vraiment heureux de pouvoir accueillir Pat O'Hare aujourd'hui, parce qu'il a continué. C'était le directeur de la conférence sur la réduction des risques. Ça s'appelait IHRA, International Harm Reduction Association, mais ils ont été obligés de changer le nom. Je pense que c'est parce qu'il s'appelait Pat O'Hare, donc on a pensé que c'était mieux de faire Harm Reduction International. Hein? C'est pour ça. C'était mieux que IHRA. Voilà, donc Pat O'Hare va nous aider à réfléchir à ce qui a été fait et surtout nous donner quelques impressions de ce qu'il a vécu ici pendant ces derniers jours et de ce qu'il pense de la réduction des risques dans l'avenir. Voilà, Pat, à toi. Je vous demanderai tous d'essayer de tenir les 10 minutes et voilà. Thank you, Patrick. Here you are. You have everything? Yeah. I remember this guy, Jean-Marie Gouffens. I remember going to his conferences in Saint-Tropez. I mean, going to the conference was great. Going to Saint-Tropez was even better. And this was a great man. This was a great man. And I didn't know till I came here 2 days ago that he died. I didn't know. But he was a great man. Jean-Marie Gouffens, yeah. Okay. I want you to keep in your mind the word disorder. Okay, that's enough of that. I worked in Liverpool in the early 80s, doing what we call the Mersey harm reduction model, which was public health, basically, public health. There was a problem. People were injecting everywhere they could in their body. The heroin was all shit, and we tried to
make the conditions for people to use drugs better. We took a lot of stick for it, but eventually the government, even under the Margaret Thatcher, realised what we were doing was right. And so we carried on. And in Liverpool, the rate of HIV amongst injecting drug users was, according to the regional epidemiologist, unmeasurable or immeasurable. I don't know which is correct. Whereas over the River Mersey, in another part of Merseyside, it was 38%. So we must have been doing something right, and people started to come and see what we were doing. And to such an extent, actually, that we couldn't do our jobs. We were invaded all the time. And John Ashton, who was the regional medical officer, came to me and said, look, I realise you're getting all these visitors and you can't do your jobs. Why don't you do a conference? So that was the harm reduction conference. I said, okay. I actually didn't even know what an abstract was. I really didn't know what an abstract was. And I organised a conference. And we got over 400 people, and the rest is history. So the difference between France, let me get on to France. I love France. Je parle français. I just love France. But, oh, France took a long time to get going with this stuff. It really did. Thanks to people like Patrick Bernard, it got going, and with the great assistance of people from ASSOUD and those organizations, France is basically up to speed now. But it was a bit of a desert, actually. And I remember being invited. I used to go to France almost every week, to Paris or somewhere, to make the same speech about harm reduction, the same speech all the time. And people would, yeah, okay, sure. I remember one day, a guy asked me a question, and he asked me, I don't know exactly what he meant, because he wanted to know what I thought Plato would think of harm reduction. So, I didn't have a clue. Luckily, there's this wonderful woman, I don't know whether any of you know or knew, Annie Minogue. Annie Minogue was ferocious. And she said to this man, how dare you ask this man that stupid question? And this guy just shrunk. I knew nothing about Plato. What I knew was harm reduction, this is what you do, you've got to do it. France was, even France tried through diplomatic channels to stop the Netherlands doing what they were doing. France just did not. I don't know who the president or the prime minister was, but France was not good in this. What we did was based on what we called the new public health. The new public health emphasized living conditions, didn't talk about people, sanitary conditions, all these kinds of things. And so using the model of the new public health, we opened the Maryland Center and offered people clean injection equipment. And next door to the Maryland Center, they could also go and get methadone and heroin. But the heroin wasn't doled out every day, to be perfectly honest. It was mainly methadone. And what happened was that Margaret Thatcher, of all people, saw what we were doing, realized, oh, our children can be affected by this, and she put millions and millions of pounds into the system. And so we were never short of money, never short of money. It was always well-funded. There are some myths about Liverpool. One myth is that it was all heroin given out. Well, it wasn't. Another myth was that
the people doing the job were wonderful people, and I have to say many of them weren't, but they were doing the job. So that's where I come from. And then around about, I don't know when, Patrick, I made a conference, international conference on harm reduction. And there's a guy sitting there, Joan Colomb, who was one of the people that gave me money. I went to see him, and he said, well, actually, I didn't go to see him. You called me, and you said, I believe you're doing a conference in Barcelona. I said, oh, yeah. He said, well, you better come and see me. So I went to see him in great trepidation, and he said, if you're doing a conference in Barcelona, it has to be the best. I said, yeah. And then he gave me money. And that was a great conference. That was a great conference. And as a result, what does that 2 mean? Oh, I thought you were telling me we've only got 2 minutes. After that conference, Joan, Spain just took off, didn't it? Spain became probably the best place in Europe. Catalonia, it was Catalonia, yeah. Excuse me. And it was amazing, the services that you put in place. Everything that you could ever want was put in place. And incredibly quickly, too. And when there's a will, there's a way. And there was the will, and you found the way. And Spain was always a place that I used to say, look at Spain, why can't you do this? Look at Spain. And I would go around the world talking to people. Most of the time, I won't name the country, most of the time they wanted tickets to the conference and hotel room and a flight. That's what they wanted. That's what the people I was talking to wanted. That's what they were interested in. But, okay. So I really want to get onto this word, disorder. I hate this word when it's to do with people who use drugs. Drug use disorder, that phrase drives me crazy. What about like Beaujolais disorder or beer disorder? It's like it's a stigmatizing word. We shouldn't be dealing in stigma. I believe it's a stigmatizing word. Why use it? What is the disorder? Stand me in front of me, someone who uses heroin every day, and tell me what his disorder is. People who use heroin every day don't have any disorder. They are the most ordered people in the world. They get up in the morning. They know exactly what they've got to do. They go and do it. They're not disordered. My wife uses this word, actually. My wife works at WHO, and she uses this word, and we often have a discussion about it. And I always lose, actually, but there you go. So can we stop using that word? Is it possible to stop using that word and find something else to say that's not stigmatizing? Because the biggest job now ahead of us is about stigma and marginalization. And it's about eradicating stigma and marginalization. It's a big job, but it's a job that can be done if we apply ourselves to it. The world, according to me, actually understands what harm reduction is now. They understand, people understand. I mean, I was in a taxi driver in Liverpool a few weeks ago, and the taxi driver said, we always talk to taxi drivers in Liverpool. I remember when my wife came for the first time to Liverpool, we got a taxi and we got out, and she said, oh, isn't that amazing? You knew the taxi driver. I said, I didn't know the taxi driver. She said, well, you were talking to him. I said, yeah, well, that's what we do here. We talk to people. So I remember once this taxi driver asked me what I did, and I would tell him I was either a journalist or a doctor or something. I didn't want to start discussing this. And this
taxi driver asked me, and I told him what I did. Can I swear again? Can I swear? I can swear. He said, they should just legalize the fucking lot of them. And that was out of the mouths of a taxi driver, you know. And he got it right. He got it right. But we haven't done it. We haven't done it. And my view is that we're a long, long way from any sensible drug policy, to be perfectly honest with you. 1 minute. Okay, 1 minute on the basis of harm reduction is human rights. It's about agency over your own body. It's about agency over your own body without harming anybody else. That's the fundamental of harm reduction. It's about human rights. Please don't forget that. Please, when you think of harm reduction, the words harm reduction, think of the words human rights at the same time. Because the people who are stigmatized deserve more than they get. Because most of the people who are stigmatized are there because they live in horrendous economic situations, horrendous situations of housing. And often they turn to drugs to take themselves out of it. So, okay, will people be able to ask me questions afterwards or not? Yeah. Great. Okay, that's me. Thank you very much indeed. Thanks. Merci beaucoup, Pat. Donc, on a compris le message. Désordre en français, je ne sais pas si c'est désordre la traduction exacte, mais comment on dirait? Trouble, voilà, trouble. Trouble dû aux drogues, on ne va plus l'utiliser et on essaiera de stigmatiser de moins en moins, en tout cas que nos techniques de réduction des risques le fassent. Donc je donne la parole maintenant à Marie-Geoffrey Roustide, qui va nous parler de l'accès aux dispositifs de réduction des risques et modèles de soins en France. C'est une chercheuse à l'INSERM, sociologue. À vous la parole. 15 minutes, enfin, 10 à 15 minutes. Merci beaucoup. Tout d'abord, je voulais remercier l'équipe de BISIA de me donner l'occasion d'intervenir aujourd'hui. C'est toujours un plaisir d'être ici. Donc, je vais présenter quelques éléments socio-historiques et quelques données sur l'accès aux dispositifs de réduction des risques et les modèles de soins en France. Alors déjà, je vais présenter quelques fondamentaux de ce qu'est le référentiel de réduction des risques. Donc la réduction des risques, telle qu'elle est appliquée en France, est trop souvent en fait réduite à une somme d'outils et de techniques d'intervention sanitaire. Et d'un point de vue sociologique, il me semble important de considérer la réduction des risques comme un mouvement social et de prendre en compte également les valeurs et les croyances qui la fondent, que Pat vient d'évoquer. La réduction des risques, en fait, elle s'inscrit dans le courant de la nouvelle santé publique, et ce courant de la nouvelle santé publique valorise les capacités des individus à se prendre en charge et également valorise le fait que les politiques publiques doivent prendre en compte les besoins des individus et être dessinées et pensées en fonction des besoins des personnes qui consomment des substances. Donc, dans la réduction des risques, il y a un acteur essentiel qui est l'implication des mouvements d'autosupport des personnes qui consomment des substances. Donc, en France, d'un point de vue historique, c'est l'association ASSUD qui a été impliquée dans cette mise en place de la réduction des risques. Et en fait, la présence des personnes qui consomment des substances comme acteur moteur de la réduction des risques en France est un moyen de mettre à distance le prisme de la déviance et de la stigmatisation des conduites des usagers en les faisant incarner par des figures qui consomment elles-mêmes des substances et qui luttent contre cette stigmatisation. Ce qui est important également de rappeler, c'est que même si effectivement les opposants à la réduction des risques ont tendance toujours à mettre en évidence les troubles, alors les troubles à l'ordre public, là, dont seraient la cause les usagers, ce qu'on voit, c'est que dans les années 1980, les usagers de drogue se sont emparés de ces outils de réduction des risques et ont diminué leurs pratiques à risque et donc ont montré qu'ils étaient en capacité, quand on leur donnait les moyens, de changer leurs pratiques.
La réduction des risques a permis de mettre fin au jugement moral vis-à-vis de l'usage de drogue en tant que principe par rapport à l'exigence qui était très présente avant en France, qui était celle de l'abstinence. Mais par contre, la stigmatisation persiste dans différentes sphères, dans la société, dans les médias, dans la manière dont on parle des personnes qui consomment des substances, mais également, parfois encore, ça a été présenté à THS dans une session le premier jour, également dans le domaine de la prise en charge et principalement en raison du modèle prohibitionniste que continue à imposer la France. Alors d'un point de vue historique, en France, on a eu des débats très violents, des conflits de valeurs, des conflits de position entre les professionnels partisans du référentiel psychothérapie-sevrage et ceux de la réduction des risques dans les années 80-90. Et donc cette violence, elle était en partie liée au poids de l'interdit moral lié à la prohibition, qui a toujours été un frein, c'est encore le cas aujourd'hui, pour implanter une vision de santé publique qui incarne la réduction des risques et également impliquer dans cette politique les personnes qui consomment des substances, qui est un des piliers de la réduction des risques. Donc en France, la violence de ces débats a fait et l'importance de la prohibition, qu'il y a eu des réticences vis-à-vis des innovations en matière de réduction des risques qui ont toujours tendance à être considérées comme des formes de prosélytisme. C'est le cas aujourd'hui, par exemple, pour les haltes soins addiction. Donc on a en France, en raison de ce modèle prohibitionniste, donc une réduction des risques qu'on peut qualifier de plutôt neutre, qui est dominée par un registre biomédical et qui prend insuffisamment en compte l'environnement social du risque. On a également, Pat l'a dit à l'instant, eu un retard très important dans l'implantation des mesures de réduction des risques. C'est toujours le cas aujourd'hui avec la question des HSA que nous avons implanté 30 ans après les Suisses et on n'en a encore aujourd'hui que 2 qui sont implantés en France. On a donc un modèle qui est faible, neutre et sanitaire, mais ce modèle n'est pas figé et il est soumis et sujet à des évolutions. Alors, ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que la réduction des risques s'est construite dans un moment de crise sanitaire et émotionnelle, celle des décès liés au VIH. Et c'est ça qui a permis de faire bouger un certain nombre de militants, d'acteurs associatifs, de politiques. Mais, alors heureusement, nous ne sommes pas confrontés à la crise des opioïdes en France, contrairement aux États-Unis, c'est ce que Honora va nous présenter tout à l'heure, mais le fait qu'il n'y ait plus de crise sanitaire et émotionnelle fait qu'en fait, les politiques se sentent également moins sensibilisés à la nécessité aujourd'hui de continuer cette politique de réduction des risques. Alors, ce qui est à l'origine de la réduction des risques est la force des alliances communautaires entre militants, personnes qui consomment des substances, donc militants issus de Médecins du Monde, beaucoup, et encore aujourd'hui, c'est une association donc, qui joue un rôle important dans la mise en place de la réduction des risques, professionnels de réduction des risques et du soin, quelques politiques qui à l'époque étaient plus courageux qu'aujourd'hui, une politique qui est pérenne, ça c'est important si on compare avec les États-Unis, qui est portée par des financements publics, mais il subsiste également des inégalités territoriales. Et puis surtout, un des problèmes en France, c'est que la réduction des risques a vraiment été construite sur le risque infectieux et on a vraiment du mal à aller au-delà. Alors, quels sont les succès? Donc, je vais y revenir avec quelques diapositives. Le succès, c'est les traitements agonistes aux opiacés en France. Mais, comme je le disais tout à l'heure, le problème, c'est qu'en fait, nos politiques, aujourd'hui, restent parfois complètement centrées sur le fait qu'on a un succès en matière de traitement de substitution aux opiacés, donc très centrées sur la réussite sur cette somme d'instruments sanitaires, mais qui sont complètement déconnectés d'une vision politique de la réduction des risques qui impliquerait des valeurs fortes, c'est-à-dire la reconnaissance du droit à l'usage, la lutte contre la stigmatisation et la lutte pour l'inclusion sociale. Alors, quelques données qui permettent de montrer les succès et les faiblesses du modèle de réduction des risques à la française. Donc, sur la question des overdoses, donc, contrairement aux États-Unis, là, la France a bien réussi pour le moment. Donc, on a moins de 500 overdoses par an. On voit là sur cette diapositive que la France est en bleu le plus clair, c'est-à-dire un des niveaux les plus faibles d'overdose en Europe.
On a également évalué avec plusieurs collègues, dont Marc et Perrine qui sont dans la salle, mais également avec Laurence Lalanne, et on va poursuivre avec Benjamin Roland qui est dans la salle aussi aujourd'hui, l'évaluation des SCMR. Donc on a pu, grâce à la cohorte cosinus, montrer en fait qu'il y avait un effet des salles de consommation à moindre risque pour diminuer les pratiques à risque vis-à-vis du VIH et de l'hépatite C, pour diminuer les abcès liés aux injections, pour diminuer les overdoses, les passages aux urgences, les délits déclarés par les personnes et l'injection dans l'espace public. On voit là, donc sur ce graphique, on voit la situation de la France, donc avec un rond très important par rapport à d'autres pays européens. La taille du rang correspond à la taille de la population concernée, donc ce sont des données de l'EMCDDA. On a 110 000 personnes en France qui sont considérées comme des consommateurs d'opiacés à risque. On a un taux de traitement agoniste aux opiacés qui est élevé, 78%. Donc on voit, c'est pour ça qu'on est de ce côté-là, ça veut dire qu'on a un des meilleurs taux en Europe donc de traitement de substitution. Par contre, sur les seringues, on est plus bas que d'autres pays parce qu'en fait, on a un déficit par rapport à la question... Enfin, on n'est pas bon sur la question des seringues. On a 2 fois moins de seringues qui sont distribuées aux usagers en France par rapport aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Donc 118 seringues par personne et par an. Alors ensuite, dans d'autres recherches qualitatives que nous avons menées, nous avons montré les paradoxes de la réduction des risques et des soins en contexte de prohibition. Donc nous venons de terminer une recherche avec Médecins du Monde, qui est une recherche qualitative, une recherche participative qui intègre le photovoix et qui permet d'incarner les expériences vécues par les personnes par des images de leur quotidien. On a une personne ici qui a photographié les lieux, donc l'espace public où elle était réduite de s'injecter, car elle ne dispose pas de logement et que la ville dans laquelle elle vit, qui est Lille en l'occurrence, n'a pas de halte soins addiction. Dans le cadre du photovoix, donc on a confié donc, des appareils photo à des personnes et ensuite on a fait des focus group pour que les personnes puissent discuter ensemble et dire ce que symbolisaient ces photos pour elles. On a travaillé avec des collègues québécois, l'équipe de Karine Bertrand, qui est une équipe spécialiste de cette méthodologie. Donc en regardant ces photos, on a un participant dans le focus group qui a partagé sa crainte d'être arrêté par la police et d'être exposé au VIH et à l'hépatite C en raison de seringues abandonnées dans l'espace public. Donc il nous dit, c'est vrai que ce n'est pas toujours agréable de se shooter avec tout le monde et de vivre avec cette peur d'être arrêté par la police. Souvent, on y allait, donc à cet endroit, parce qu'il n'y avait pas de toilettes ouvertes et je n'étais souvent pas seule. Mais c'était dangereux, je me suis même piquée une fois avec la seringue de quelqu'un, j'ai eu la chance de ne pas attraper de maladie. Un autre participant, dans le cadre de ce photovoix, fait partie d'une autre crainte liée à l'injection dans l'espace public, celle de ne pas pouvoir s'injecter de manière safe. Difficulté qu'il a souhaité incarner par cette deuxième photographie, où il nous dit « Quand on injecte dans l'espace public, c'est toujours un peu stressant, les gens sont sur le qui-vive, parfois ils doivent aller vite, quand on va injecter un médicament qui est une technique assez délicate, là en l'occurrence l'injection de sulfate de morphine, ça nécessite un protocole particulier. Si on le fait dans la rue, le protocole n'est pas toujours appliqué. Pour aller vite, ça crée inévitablement des problèmes. Dans le cadre de cette recherche, les paradoxes de la réduction des risques ont été également mis en évidence par des entretiens que nous avons faits avec des professionnels de réduction des risques et du soin. Là, j'ai choisi donc un extrait d'entretien d'une professionnelle de réduction des risques qui me semble tout à fait symboliser les paradoxes de la réduction des risques à la française. Cette professionnelle nous dit « La criminalisation, ça éloigne les gens des dispositifs de soins, donc ça aggrave les risques. » Aujourd'hui, en France, on a l'argumentaire pour démontrer que c'est sympa de donner des seringues aux injecteurs, de fabriquer des salles de consommation, d'expliquer comment baser la cocaïne sainement. Mais en vrai, je dis des fois de façon un peu provocatrice qu'on va finir par avoir les usagers de drogue les plus propres du monde, mais qui resteront des délinquants dans la loi, qui auront fait, les usagers, la preuve du sens de leur responsabilité, de leur civisme, en ramenant les seringues dans les structures, en ne les laissant pas traîner dans la rue.
On leur demande, aux personnes qui consomment des substances, de faire des trucs comme ça, de faire du travail citoyen, de ne pas faire de bruit, de ne pas laisser traîner du matos, et en même temps, ils restent des délinquants. Et ça, la criminalisation, ça a des effets sur tout. Ça a des effets évidemment sur leur santé, ça a des effets sur leur statut de citoyen, ça a des effets sur le fait qu'ils trouvent des sommes d'argent hors de proportion avec ce qu'ils gagnent pour acheter de la drogue. Donc ça les condamne à commettre des actes illégaux, le fait de consommer ou le fait d'acheter, de faire des délits pour trouver de l'argent pour consommer, même s'ils ne sont pas tous des malfaiteurs avérés. Quand on est hors de la loi pour un truc, donc l'usage, on est un peu hors de la loi pour tout. Alors on peut dire qu'en France, notre modèle de réduction des risques à la française, donc il a un impact nuancé. Donc on a vu qu'il avait un impact, il y a un impact majeur de la réduction des risques sur la transmission du VIH, on l'a montré dans différentes enquêtes, dont l'enquête ANRS Coquelicot, mais qu'il était plus limité sur l'hépatite C. On voit également qu'il y a une persistance des pratiques à risque, une précarisation des personnes et un maintien d'une prévalence de l'hépatite C élevée chez les personnes qui injectent des substances. Dans notre dernière enquête, on avait un tiers des usagers recrutés dans les CARUD et dans les XAPA qui déclaraient avoir eu des difficultés pour se procurer des seringues dans les 6 derniers mois, et un tiers des personnes déclaraient également avoir dû injecter dans l'espace public lors de leur dernière injection. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, on dispose de données evidence-based, basées sur des designs et des méthodes variées, de l'épidémiologie, de la sociologie, des méthodes mixtes, de la recherche participative, qui nous permettent d'aller plus loin, qui nous permettraient d'aller plus loin dans la politique de réduction des risques et de proposer des soins plus inclusifs. Pourtant, ça reste compliqué. Il y existe encore des barrières très fortes pour implanter des mesures de réduction des risques en France, qui sont liées principalement à des tensions entre les logiques de sécurité publique et de santé publique. Il y a des moments historiques où les logiques de santé publique ont pris le dessus. C'était le cas des années 80-90 avec la crise du VIH. Aujourd'hui, malheureusement, la logique de sécurité publique prévaut. Et donc, on a aujourd'hui une peur des politiques à s'engager par rapport à l'acceptabilité sociale de la réduction des risques. Alors, une peur des politiques au niveau national. Par contre, on a de nombreuses initiatives locales avec des acteurs politiques qui portent très fortement ces programmes de réduction des risques. Quelques points de blocage qui me semblent importants à mentionner. Donc, les haltes soins addiction, depuis 2016, 30 ans de retard et 2 seulement qui ont été implantés en France depuis 2016. On a un problème avec la diversification des traitements agonistes aux opiacés, en particulier la mise en place de programmes de sulfate de morphine, même s'il y a des groupes de travail à la NSM qui sont mis en place pour réfléchir sur ces questions-là. Mais par contre, il y a également des éléments positifs. On a des projets de coopération entre professionnels et personnes avec un savoir expérientiel qui se développent de plus en plus. Par exemple, donc le projet Coopérer, qui est porté par l'association ASUD, Opélia et par mon laboratoire, le projet Persiade, qui est porté par France Patients Experts Addiction, l'hôpital du Vinatier et l'Université de Lyon, qui est porté par Benjamin Rolland. Et on a également des alternatives à la prohibition, on l'a vu hier, qui prennent de l'ampleur à l'international. Donc tout devrait être présent pour mettre en place des politiques de soins et de réduction des risques axées sur les droits humains, l'inclusion sociale, la santé publique et la citoyenneté des personnes qui consomment des substances. Mais malheureusement, il y a encore des freins et des blocages qu'il conviendra de lever. Donc pour terminer, je voudrais remercier l'ensemble de mes collègues avec lesquels nous avons publié des données evidence-based ces dernières années sur la question de la réduction des risques, et donc des collègues scientifiques, mais également des collègues qui travaillent pour la mise en place de programmes de réduction des risques et également pour la lutte contre la prohibition, en particulier des compagnons d'ASUD et de EuroInput qui ont travaillé sur certaines publications et co-publié avec nous. Et pour aller plus loin, on a également développé dans l'équipe des formats de recherche participative avec ASUD, avec Médecins du Monde, avec des flyers sur la question de la lutte contre la stigmatisation qui ont été mis en place par Médecins du Monde suite au rapport, donc le journal d'ASUD, un webinaire pour lequel je vous donnerai le lien sur la question de la guerre à la drogue et des effets de la guerre à la drogue.
Et donc, pour aller plus loin, n'hésitez pas, si vous souhaitez continuer la discussion, à me contacter. On a également un programme qui est soutenu par l'École des hautes études en sciences sociales et l'Institut de recherche en santé publique, pour lequel vous avez le lien web, et vous pouvez vous inscrire pour recevoir les actualités du programme, et qui est également soutenu par l'Institut de recherche en santé publique. Et le 31 octobre, à 18h, on aura le 5e webinaire de notre programme mensuel qui s'appelle Confronting the Drug War, qui est organisé en collaboration entre un groupe d'autosupport qui s'appelle National Urban Survivors, le programme D3S, Yale University, UCLA et la Drug Policy Alliance. Donc si vous souhaitez participer à ces webinaires, n'hésitez pas à vous inscrire. Merci. Merci beaucoup, Marie, pour cette excellente présentation. Je vais appeler maintenant le professeur Honora Englender, qui vient de Portland, où elle est professeure de médecine. Et c'est vrai que nous avons, nous, une constatation sur la crise des opioïdes qui nous interpelle, parce qu'on a toujours peur qu'elle arrive en Europe. Et pour l'instant, alors, est-ce que c'est la politique de réduction des risques? Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de me donner l'occasion de m'adresser à vous aujourd'hui. I'm going to speak in English, but thanks so much for the opportunity. I'll be speaking about harm reduction access and care models in the USA. I have no disclosures and want to acknowledge my funding for my time here in France. So I'm going to begin by talking about the pressing need for harm reduction in the United States, and framing this in the historical context for harm reduction interventions in the U.S. And I really think that in the United States, you can't really talk about harm reduction without talking about our history. I then really want to focus on what I mean by harm reduction, which is not only reducing the harms of drug use, but also reducing the harms of drug policies. And then finally, I'll provide just a sort of rapid-fire overview of a few examples of harm reduction clinical interventions in the U.S. So to begin, as we've acknowledged, there's an enormous crisis in the United States with over 100,000 Americans dying each year from overdose. The drug supply in North America is ultra-potent, it's unpredictable, and it's toxic, often adulterated with substances such as xylazine and synthetic benzodiazepines. And of course, we know that fentanyl is really the predominant opioid, as well as widespread stimulant use. And treatment access is limited, so fewer than 15% of people with opioid use disorder, excuse me for the use of that word, but it is a clinical diagnosis in the US, receiving methadone or buprenorphine. So as I've said, to talk about harm reduction in the US, we really have to talk about history. And there are certain pieces of history that really date back to the 1800s that echo throughout modern time, and this includes prohibition and harms of an unregulated drug supply, the war on drugs, particularly as it relates to race and marginalized communities, the moralization of drug use, and punishment as a central strategy. So, folks may not know, but from 1920 to 1933 in the United States, alcohol was prohibited in the US Constitution, which still stuns me when I say that. And this is a photograph from New York City, where you can see the deputy police commissioner watching agents pour liquor into the sewer after a raid. And this was sort of declared as a noble experiment that was undertaken to reduce crime and to heal social ills. But instead what happened, and again this is echoed throughout modern times as we've seen our drug supply change, is that there was increased alcohol potency, there was increased crime and violence, and there was increased corruption. So as I've said, these errors really are repeating. The war on drugs, we'll fast forward, but President Nixon in 1971 declared that drugs were the US public enemy #1. And what's true over time is that this really was a political and not a public health strategy. And I really, really like this quote from former White House Special Counsel John Ehrlichman. This was from an article in Harper's, where he said, the Nixon campaign in 1968 and the Nixon White House after that had two enemies, the anti-war left and black people. You understand what I'm saying?
We knew we couldn't make it illegal to be either against the war or black. But by getting the public to associate the hippies with marijuana and the blacks with heroin, and then criminalizing both heavily, we could disrupt those communities. We could arrest their leaders, raid their homes, break up their meetings, and vilify them night after night on the evening news. Did we know we were lying about the drugs? Of course we did. So again, the use of demonizing drugs and making drugs the label for the problem for other intents, we see this throughout US history. This, of course, sets the stage for moralization of drug use. And this is a photograph of Nancy Reagan in the 1980s and early 1990s with the Just Say No campaign. I remember as an elementary student participating in DARE, which was a nationwide campaign which basically told children and then their families that drugs were bad. We should just say no to drugs. And essentially also giving the message that we warned you. We told you drugs are bad, and if you use them, any harms that result from that, it's on you. So this really framed drug use as a cognizant and immoral choice. This, of course, then sets the stage for punishment as a central strategy. And so I don't have time to get into the details here, but there was a Sentencing Reform Act and Anti-Drug Abuse Acts of the 1980s, and the 1994 crime bill under President Clinton that really changed sentences to longer sentences, more frequent sentences. There was a racialized difference between crack cocaine and powder cocaine, and so again, really putting into writing for the first time these racial differences. And this led to mass incarceration and funding to build jails and prisons. And you can see the figure here that shows incarcerated Americans as a percentage of the US population. And again, it's really stunning. And this, of course, led to disproportionate harms among black people and other people of color. So again, thinking about, we have this history that dates back for hundreds of years, and it has really important effects on healthcare and public health. And this history contributes to widespread stigma towards people who use drugs, and that stigma in the general community and also within the healthcare community. This then leads to negative patient experiences in healthcare, mutual mistrust between patients and healthcare providers, and really fundamental clashes between a harm reduction model and a medical model. So now getting to how we conceptualize or frame what is harm reduction in the United States. As I've hopefully expounded or explained, we really have to think of harm reduction not just as reducing the harms of substance use, but also reducing the harms of drug policy. I also want to acknowledge here that harm reduction in the United States originated as a social movement, as it did worldwide, really started by brave people who were tired of seeing the people that they loved and cared about die. Also in the US context, it's really important to understand there's no universal health care, and states have significant power with vast regional differences. So just one example, as of this article was published in 2022, 12 of 50 states criminalize syringe distribution for illegal drug use, and these are states that include those with high rates of HIV. So now I'm going to shift gears and talk about clinical models of harm reduction. There is a wide range of clinical models. This is a photograph, the image in the background here is from my home in Oregon in the Pacific Northwest. I'm not going to be able to touch on all of these, and instead I'm just going to sort of select a few for a rapid-fire overview. So to start with, I want to talk about overdose education and naloxone distribution, or OEND. Naloxone, as many of you know, is an opioid antagonist, that reverses opioid overdose. Naloxone is a key strategy in the United States in the fentanyl era, given, again, the ultra-high potency of the opioid drug supply, and also that fentanyl is now contaminating many other drug supplies. It's anywhere from, it varies very much geographically, but up to 20% or more of the methamphetamine supply, for example. So OEND programs include education and training in terms of overdose prevention, recognition, rescue response, and naloxone.
And they're implemented in diverse settings. They can be implemented in harm reduction centers, with emergency medical services and first responders, in healthcare settings, including in my hospital. We have a really dedicated and robust harm reduction integration with our addiction care team. In primary care, they can be in addiction treatment, though in the US, addiction treatment is really often much more distinctly separated from harm reduction as it is as compared to France, in jails and prisons and in schools. In terms of some of the things about implementing OEND, I would say of all the interventions I'm going to talk about briefly today, this is the one that I think has been the sort of wholesale, the biggest success. And there's been widespread public health messaging with the goal of community saturation of naloxone. So for example, our US Surgeon General several years ago put out a release, be prepared, get naloxone, save a life. As one of my pharmacy colleagues likes to say, everyone should carry naloxone the way you carry your phone or your keys. That said, naloxone prescribing and distribution laws vary by state. So some states may have a pharmacist standing order where you can go to the pharmacy and say, I want naloxone, and you don't need a prescription from a physician. In other states, there can be prescribing to family or loved ones, which is called third-party prescribing. Some states may or may not have criminal and civil protections for bystanders and prescribers, and this is really important in terms of really calling for help if bystanders or people who are using drugs can be charged for a crime if they're at the scene of drug use. So the laws are hugely important in terms of how naloxone and OEND is implemented. I also want to talk about overdose prevention lifelines. Naloxone only works if there's someone there who's present and can administer it, and many people continue to use alone. And I recently had lunch with Stephen Murray, who runs the Massachusetts Overdose Hotline and was the star of the show on this podcast called The Call by This American Life, which I highly recommend people listen to. And Stephen was telling me that in their hotline, actually it's predominantly women that are calling in, which is really a different compared to other harm reduction services. And again, I think it speaks to some of the vulnerability and some of the shame and isolation of who is using alone. These lifelines, essentially what they do is they can be telephone lines or apps that offer anonymous and remote accompaniment. So they may help someone prepare the scene, open their door, they give their address, and then they stay on the line and while someone uses, and if they don't answer, they'll call 911 or call for help. Shifting now to a different intervention are low barrier bridge clinics. And these are clinics that generally, the goal is to provide consistent, easy access for patients to start and continue buprenorphine. So in the United States, buprenorphine access is, there are a lot of barriers to accessing buprenorphine and is not as widespread as it is in other parts of the world, including in France. What they do is they offer same-day treatment entry, flexible patient-centered care with a harm reduction approach, and settings can include brick-and-mortar spaces, perhaps in a clinic or syringe service program, or in street outreach, or in telehealth settings. And the telehealth expansion has been enormous and important. And they can offer many other services, including hepatitis C care and harm reduction supply distribution. Typically, these bridge clinics hand off care once a patient is more stable on buprenorphine. And I think this bridge clinic model is something that for places that struggle with access could be expanded to methadone, for example. In the United States, our laws don't allow that. Peer support services are another real mainstay of harm reduction. Peers with lived experience are incorporated as paid employees as part of a healthcare team, and can provide social and emotional support, navigation, and really serve as liaisons between patients and healthcare professionals. This is a photograph of our first peer as part of my hospital addiction team, and Onisha was our first peer and really transformed care in the hospital where I work along with the rest of our team. Settings include hospitals and emergency departments, outreach teams, syringe service programs, emergency first responders, and other services. I think it's really important to recognize some of the challenges implementing peer programs. And this is actually a quote from one of our papers, but I humbly will share it, which is that peers' lived experience of addiction and its consequences, combined with their distance from medical culture and hierarchy, is at the core of their power and creates inherent challenges in integrating peers into hospital settings. And these challenges can include conflicts with the traditional medical hierarchy, that the hospital environment and healthcare settings in general can be very intense.
And there are limited opportunities for peer training and professional advancement. And then finally, often variable and unsustainable funding. So again, thinking about how do these clinical interventions also reduce and address the harms of drug policy and the health system, the harms of systems. This is a quote that I wanted to share from some of our qualitative work around peers in our hospital. And one of the physicians working on our addiction consult service described this as an institution. And so often, I feel like the peers will show us the ways in which institutions can either harm patients or not hear patients. Those are the conflicts that our patients also experience. We just don't have to see it when we're the ones with the power. And again, I really like this quote because I think the importance of power sharing and how that can change systems is so important. So as I wrap up, I want to just talk about some emerging harm reduction interventions in the US. Oh, great, I've got lots of time, thanks. I want to just briefly talk about emerging harm reduction interventions. Many of you may know in New York City, they opened the nation's first supervised, it's actually not the nation's first supervised injection site, it's the first sanctioned supervised injection site. I think it's really important to acknowledge that there have been supervised injection sites in the United States, and many continue that are not sanctioned and are underground. These are facilities where people can go to consume drugs obtained elsewhere without fear of arrest. There's lots of other supports provided. An early experience from New York demonstrates feasibility and acceptability with frequent use of services, reduced disorder in communities, and other positive outcomes. However, overdose prevention center implementation in the US remains really challenging. OPCs remain illegal in the US by federal law and also illegal in many states. And the 1986 federal crack house statute persists, and this is a statute that states that it's a felony to open, lease, rent, use, or maintain any place for the purpose of manufacturing, distributing, or using any controlled substance. And so essentially what's happened here is that New York has decided that this is okay. And the Biden administration has been an advocate for harm reduction and is kind of turning a blind eye to some of the legal issues, but that could certainly change at any point. And they've yet to endorse supervised consumption sites explicitly. Even if OPCs become legal at the federal level, states would likely impose additional regulations. So personally, I have a hard time imagining that this becomes an intervention that's widespread in the United States, though I've been wrong before. So just to summarize, US harm reduction interventions must address both the harms of drug use and the harms of drug policy. Implementing harm reduction in the US is complicated by institutional, regional, state, and national health system and community cultures, and by politics and laws. And we have important and critical work ahead. I want to thank a number of people. This is a photograph of my team in Oregon. Dr. Elizabeth Salisbury Afshar helped me a lot and shared a number of her slides in preparing this talk. I want to thank Professor Benjamin Rowland and the team at SWAL for their really wonderful support here in Lyon. I want to thank my OHSU team and our patients, and then numerous harm reduction leaders where I'm from, and I've listed them here. Thank you very much. Merci beaucoup pour cette belle présentation qui laisse ouverte un certain nombre de réflexions sur cette crise des opioïdes qui domine tout. J'étais moi-même à Boston il y a 2 ans et les gens étaient devant l'hôpital et ils s'injectaient devant l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur de faire une overdose et que c'était un moyen d'être pris en charge. C'est vrai que j'ai beaucoup réfléchi avec des collègues américains et peut-être que 2 éléments sont forts, mais vous dites bien que c'est très inégal selon les États. C'est la prise en charge gratuite des usagers de drogue, qui est quand même, en France, on a cette chance incroyable d'avoir la carte vitale. Et la deuxième chose, c'est de trouver une possibilité d'avoir accès au traitement de substitution simple. Vous le dites, dans votre institution, on peut rentrer dans un système de buprenorphine dans la journée. Ça, c'est sûrement une des conditions les plus formidables. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Perrine Roux, qui vient de Marseille,
qui est directrice de recherche à l'INSERM, et je ne peux pas m'empêcher de saluer la mémoire de notre amie Béatrice Stamboul, qui a beaucoup travaillé avec vous et que nous admirons tous beaucoup, avec qui nous avons travaillé. Merci. Alors, votre intervention, c'est dispositif innovant de réduction des risques. Ça a changé sur le programme en ligne. Alors, je vous laisse annoncer. Je vais annoncer le titre. Donc, c'est comment la recherche communautaire et participative peut contribuer à la réduction des risques. Donc, merci pour le famage à Béatrice Stamboul. Évidemment, je ne peux pas commencer ma session sur la réduction des risques sans avoir une pensée pour elle. Voilà. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui un peu comment on développe nos projets de recherche participative et communautaire. C'est une présentation que j'avais proposée pour un congrès sur le VIH à Stockholm récemment, puisque cette recherche participative, elle nous vient en grande partie de la lutte contre le VIH. Donc voilà, rapidement, les principes de cette recherche participative, c'est de faire évidemment avec les personnes concernées et pas pour les personnes. Et donc il y a cette phrase célèbre « Nothing about us without us » qui a été beaucoup utilisée donc, dans la lutte contre le VIH. Un bouquin de l'ANRS qui décrit de manière assez pragmatique ce qu'est la recherche participative, qui repose sur plusieurs principes, dont évidemment la mobilisation des personnes concernées et des communautés, une approche qui va aller du bas vers le haut, donc des populations concernées vers les décideurs. Elle est basée évidemment sur le savoir expérientiel, et le savoir expérientiel a une grande place dans la recherche participative, et puis elle permet une transformation sociale. Donc, la réduction des risques, on l'a décrite précédemment, vous savez ce que c'est, donc c'est plus que des services, des outils, c'est également une approche globale qui va être à la fois une approche holistique et pragmatique pour répondre à des enjeux non seulement de santé mais aussi sociaux et légaux, donc qui va œuvrer pour la politique des drogues. Et donc, juste pour rappeler que la place des personnes est majeure dans la construction de la réduction des risques, et c'est pourquoi cette recherche participative, elle est également importante pour pouvoir à la fois évaluer la réduction des risques, mais aussi apporter des connaissances pour contribuer à la réduction des risques. Donc, je vais vous présenter quelques éléments qui montrent en quoi cette recherche participative permet de contribuer à la réduction des risques. D'abord, travailler avec les personnes concernées nous permet de toucher ces publics, et qui sont souvent des publics invisibilisés ou des publics difficiles d'accès. Et donc, ça nous permet, par exemple, dans nos études, de toucher les femmes, par exemple, qui sont souvent un peu minoritaires dans les services de réduction des risques, les populations LGBT, évidemment, les personnes racisées, les personnes sans abri, et aujourd'hui, une nouvelle population d'usagers de drogue qui est également parfois difficile d'accès, qui sont les psychonautes, les usagers de drogue qui vont se connecter sur les forums et qui sont également un public intéressant à observer. Donc, également, les mots comptent dans la recherche participative comme ils comptent pour les communautés. Et donc, je voulais partager avec vous ce rapport qui a été publié par IMPUD et qui s'intitule donc « Les mots comptent » et qui montre qu'il y a certains mots aujourd'hui qu'on ne doit plus utiliser. Exemple, junkie, drug users. On va plutôt préférer people who use drugs. Addict ou drug abuser, people with drug dependence. In relapse or non-abstinent, currently using drugs. Donc on évite également les termes en français, par exemple, de rechute, qu'on entend beaucoup, et qui seraient plutôt, en tout cas les communautés nous amènent à parler plutôt de reprise de consommation. Le terme clean aussi est un terme qui est très stigmatisant. Et voilà, donc tout ça, c'est des mots importants qui, dans nos recherches aussi, doivent être utilisés à bon escient. Les communautés avec lesquelles nous avons la chance de travailler nous amènent également à penser nos questions de recherche différemment. Par exemple,
quelles sont les interventions qui vont encourager l'abstinence parmi les personnes qui consomment. Eh bien, ils vont nous amener, ces personnes qui participent à la recherche, à questionner différemment avec quelles sont les interventions qui pourraient réduire les risques liés à la consommation. Bon, une question qui est assez évidente, mais une autre question sur, par exemple, la rétention dans les soins. On va plutôt préférer, ou on peut s'intéresser plutôt à comment la stigmatisation doit être réduite, ou en tout cas comment elle impacte sur la prise en charge. Comment les interventions peuvent encourager l'abstinence? Eh bien, on va plutôt questionner l'empowerment des communautés. Les effets négatifs des drogues, eh bien, essayer de comprendre quels sont les effets positifs des drogues. Voilà. Donc, des questions qui peuvent faire débat, mais en tout cas, travailler avec les personnes des associations d'autosupport nous amène à de nouvelles questions qui à mon avis, méritent des réponses par les données scientifiques. Donc voilà, on évalue également des interventions donc, pertinentes qui sont développées par les communautés. Donc là, je donne quelques exemples de données scientifiques qui ont été produites avec les personnes concernées, notamment autour de l'éducation à l'injection, donc une intervention qui a été validée en France et qui a montré donc, des effets positifs sur la réduction des pratiques à risque VIH, hépatite C et de un meilleur accès au dépistage VHC. Un papier qui nous vient des États-Unis et qui montre en quoi la recherche participative permet de mieux mettre en place une médecine personnalisée pour les personnes utilisatrices de produits. Et puis, une étude sociologique qui a été menée par notre collègue Magdalena Harris et qui montre que former les médecins avec les communautés permet de réduire la stigmatisation dans les soins. Une autre étape importante dans la recherche participative, c'est la production, donc comment ces données produites vont pouvoir être utilisées pour le plaidoyer. Et ça, c'est des choses auxquelles il faut penser en amont de la recherche, à construire tout au fil de la recherche, utiliser les bons outils méthodologiques, utiliser un langage approprié pour que ces données scientifiques ensuite puissent être utilisées par les associations pour le plaidoyer. Et donc je pense à plusieurs moments importants qui ont été l'accès au traitement agoniste, traitement de substitution aux opiacés, une action annuelle qui s'appelle Support Don't Punish et donc qui également mobilise des données scientifiques pour essayer de faire avancer le débat sur les politiques des drogues et dans le contexte de la crise des opiacés aux États-Unis. On a pu montrer donc, que effectivement, les données scientifiques aujourd'hui montrent qu'il est important de développer la réduction des risques aux États-Unis. Et j'ai mis une photo d'un film récent de Nan Goldin, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, mais qui est un film assez touchant qui montre l'importance de développer la réduction des risques aux États-Unis. Donc juste deux exemples de recherche participative que nous avons conduite avec l'équipe du CESTIM. L'enquête EPOSIM, donc, qui est une enquête qui a été conduite en amont de l'ouverture d'une potentielle salle de consommation à moindre risque, qui n'est pas encore ouverte, mais voilà, nous espérons une ouverture prochaine. Et puis un projet sur l'analyse de drogue, Check Now. Donc, rapidement, cette enquête EPOSIM, enquête préliminaire à l'ouverture d'une salle d'injection à Marseille, qui a été construite avec l'association Assun Marseillais, se base sur une étude sociologique et une méthodologie donc, qui a été citée précédemment et qui est le photovoix et qui est vraiment un outil méthodologique participatif intéressant pour ces recherches participatives. Il permet de donner aux usagers la possibilité donc, de prendre des photos et de mettre en récit ces photos. Et ça permet également de mettre en évidence des pratiques parfois invisibilisées. Et donc on a proposé cette méthode pour pouvoir documenter ce qu'est l'injection dans l'espace public dans une ville où il n'y a pas de salle de consommation de drogue à moindre risque. Et donc
Les résultats donc, qui ont été publiés il y a quelques temps, conduits donc, par Marie Dos Santos, qui est sociologue dans mon équipe, montrent des images qui sont assez frappantes. On voit que les usagers ont des stratégies de réduction des risques. On voit là un sac à gauche avec du matériel stérile. Tout à droite, vous avez une bouteille dans laquelle les usagers mettent leurs seringues usagées. Et au milieu, les lieux où ils injectent des produits. Donc il y a comme une incohérence entre ce qu'on leur propose comme outil de réduction des risques. Et donc voilà, c'est en tout cas des éléments scientifiques qui ont servi au plaidoyer de la salle de consommation à Marseille. Le projet Check Now, donc c'est un projet national qui vise à évaluer le déploiement de l'analyse de drogue en France. C'est une recherche participative qui utilise une méthodologie qu'on appelle la recherche sur la mise en œuvre ou Implementation Research, qui mobilise à la fois du quanti et du quali avec une méthode Delphi qui vise à comprendre un peu les opinions des experts sur l'analyse de drogue, une recherche qualitative et une méthode quantitative qui va permettre d'évaluer l'efficacité de l'analyse de drogue à travers une cohorte en ligne, donc une e-cohorte qui va démarrer prochainement. Et donc juste ce que je voulais vous montrer dans ce projet, on a proposé pour pouvoir s'assurer que ce soit une recherche participative qui soit, en tout cas tout au long de la recherche, que les usagers, les personnes des communautés, des différentes associations d'autosupport puissent suivre, construire avec nous la recherche. On a créé, à côté donc, du comité de pilotage, du comité scientifique, un conseil communautaire qui est composé seulement de personnes issues des différentes associations d'autosupport. Et voilà, au-delà de cette possibilité pour les usagers de pouvoir s'exprimer librement, c'est aussi un groupe de personnes qui œuvrent pleinement pour la recherche et qui ont été très très constructifs et utiles à la recherche. Et donc, pour finir, voilà, la recherche participative et communautaire, elle est de plus en plus mobilisée, elle est décrite dans beaucoup d'applications, mais ce n'est pas toujours évident de la mettre en place et je pense qu'on a encore beaucoup à apprendre sur comment définir cette recherche. Et donc, avec cet objectif donc, d'essayer de développer ce type d'approche scientifique, j'ai proposé de créer un réseau de recherche participative et pluridisciplinaire autour de la réduction des risques, donc le réseau AREN, financé par l'IRESP, qui m'a permis de rassembler différents laboratoires de recherche avec des disciplines variées qui vont des sciences politiques à la sociologie, en passant par la dictologie, l'économie, l'épidémiologie évidemment, et puis les associations d'autosupport avec lesquelles on a l'habitude de travailler. Et donc voilà, c'est un lieu riche en discussion et j'espère que de ce lieu-là pourra émerger des projets de recherche participative exemplaires. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Oui, vous avez compris qu'on ferait la discussion après. Merci pour cette présentation sur la recherche participative et la parole donnée aux usagers. C'est vrai que ça a été le premier effort que nous avons fait lorsque nous avons mis en place les politiques de réduction des risques. Maintenant, je vais donner la parole à un Américain, mais Américain qui est devenu hollandais et qui travaille à Amsterdam. Voilà. C'est Jason Farrell qui va nous parler de son projet à Amsterdam. Merci. Okay. To go forward, you have to push on the green. Okay. Good afternoon, and thank you for inviting me again, Jean-Pierre, and the conference organizers. It's wonderful to be here again. It's nice to see some old colleagues, friends, and make new friends. So today I'm going to talk about
a project that I have in Amsterdam. I am the director of Choices Support Center, and I'm talking about our work in the Dutch asylum centers. So the organization's mission is to provide support and advocacy for people who are struggling with drugs, and to connect them with appropriate services and provide the advocacy needed to connect to those services. We offer a range of services for individuals who are struggling with trauma, PTSD, anxiety, and develop better coping skills. Our interventions help establish positive social networks, supporting lifestyle changes. Many who come to us want to make changes, but they just need a little guidance. And we help them take the first steps towards establishing a pragmatic plan, healthcare plan, or prevention plan, or care plan, with very realistic, actionable goals and objectives that are negotiated between them and the psychologist. We help people regardless of all genders, sexual orientations. It's a very holistic approach, and we are designed to fill the gaps of services currently in the Netherlands. We started in 2017, and we've grown based on the needs of the people that we help. We developed an online care network, we developed an app, and then we opened, when we first opened, we started working with men who have difficulties with sex and drugs. Then we started providing more individual counseling. We work primarily with the LGBT community in the Netherlands and in Amsterdam. And in 2022, we started working in the asylum centers. Again, we work with the LGBT asylum seekers and gay men who are struggling with drugs and transgendered individuals. Very holistic approach. Because of time, I'm just going to go through this and get to what we do. The online registration, we have a free helpline that people can call us. Everybody receives a thorough intake where we determine if their drug use or mental health condition is severe and they need treatment. We will refer them, or we're able to work together on establishing negotiated goals based on their needs and minimizing risks. And that includes the drug use behavior. We support people getting ready for treatment. For those who are waiting, there's a very long time period for treatment. For whether mental health or addiction, it could take up to 2 months. So we provide treatment readiness interventions where we prepare people before they enter so they know what they're walking into, and connect them with a center that's really appropriate for their specific needs. And today we're talking about our prevention services for migrants. So why Choices at asylum centers? Well, during COVID, as you may know, many services went online. And a lot of services had to minimize their capacity because of the 1.5 meter distancing. So that created longer waiting times for all services, and we became very busy. And during this time, some refugees from the nearby asylum center came to us and they said, "Hey, what about us?" And I said, "Well, okay, what about you?" I said, "Well, we would like to get some support, but we don't have laptops, we don't have iPads, the Wi-Fi in these centers is not so good, we have no privacy, and our safety is very difficult." So we discussed it and we said, you know what, we're going to go into the asylum centers, and we did. When we went into the asylum centers, we were horrified. The trauma, the shock, the stress, the very much issues that people are dealing with
go way beyond the safety. It exacerbates the trauma. They imagine you leave a country because you're going to be persecuted, imprisoned, or killed because of your sexual orientation or your gender. You come to the Netherlands and you're put into asylum center and you're living with people from the same country that you fled, housed in the same unit. This is not a safe or kind way to welcome people to our country, especially people that are coming here to find themselves, to be free, to love who they want to love. The asylum center actually becomes the second closet, living in constant fear. What's very difficult is to adapt to the Dutch culture, to try to communicate with people. The Dutch care landscape is very fragmented. The long waiting times could be very difficult. And even if you do get asylum, you have to go back to the center and wait for housing. So there's very little appropriate counseling and care for this group of people. And the COA, we call them COA because COA is the abbreviation for the organization that responsible for housing and care for asylum seekers. They welcome us because they know they're not capable of helping people. They're understaffed and they're not trained to provide the specific support. So the care and work that we do is divided into two parts. We provide support and education. And underneath that comes a psychological first aid, which is required according to the Red Cross and the UN. It's not available in the Netherlands. We provide access to information, and we prevent problematic drug use and HIV. We provide support to social problems and safety concerns. We provide the stability and motivation during these long waiting periods while they're trying to access any mental health care that's available, and connect them with the LGBT community and other relevant organizations. We provide guidance on integrating into the Dutch society and queer community. We provide information on risks of drug use, prevention of drug addiction, information on sexual risk behaviors, and prevention of STIs, HIV, and more importantly, build a social network that supports a healthy lifestyle. Many come and they think connecting with the community is through dating apps. And the dating apps actually connect them with older Dutch guys who invite them to parties and introduce them to chemsex, where things can become more problematic. So we offer two things inside the asylum centers. We actually go to 4 at the moment. It started as 1, and within 6 months we were invited to centers all over the country. But due to the lack of funding and our limited capacity, we go to 4. We provide individual counseling and weekly groups inside each center. The individual approach is we develop a pragmatic plan. We help people with their problems and stabilize them. We improve the mental stability, we reduce the inner conflict, we reduce the feelings of shame and self-blame, and we increase self-confidence and improve the management of their health. We're currently seeing people from over 19 different countries. This is a chart of some of the clients. Because of the time, these are some of our prevention outcomes. Pretty successful in helping people prevent from getting further problems while they're living there. During the weekly groups, we help people prepare for their immigration interview, which
people never had an opportunity to talk about their selves or their sexual identity because it was not possible in their country and it's not possible in the asylum center. We offer a safe space for people to talk about these things. Some of the outcomes of the group, but also some photos from some of the groups. And more importantly, to reach people throughout the country, we developed a free helpline and a chat service. So people in the asylum centers can reach us Monday through Friday from 10 to 5. We have a team of psychologists and students that are from the community that speak a different language every day. And I have some materials here up front that you could take. Who are our callers? And here are some of the issues that I'd like you to take a look at. So this is what our clients are dealing with on a daily basis. And this is how we try to help people as best as possible. It's unsafe. They're hiding in their second closet. They have no money. Many people are feeling racism for the first time. They don't know if the staff will be discriminating or homophobic. And some of our milestones, we've developed a transgender services specifically for the transgender community, and we collaborate with the medical facilities that are stationed on each location. The helpline, we prevented 2 suicides, and that we started a chat service because some people don't feel safe talking on the phone, lack of privacy, so it's better for them to chat. And we're trying to now expand to several other asylum centers and have a doctor on site so we can help the transgender community get the documents they need to continue or start hormone therapy treatment while they're transitioning in the asylum centers. And thank you very much. I'm happy to speak with you and answer your questions. There's some literature up front you can help yourself to. Thank you. Thank you very much, Jason. Maintenant, on va passer la parole à un basque espagnol, Koldo Calado de Bilbao, qui va nous parler de l'influence de l'usage de médicaments psychotropes et de drogues sur la mortalité associée à la méthadone. Bueno, arratsaldeon guztioi, y en primer lugar agradecer a Jean-Pierre y Arcaich la invitación para dar esta charla en la que voy a tratar de exponer algunos datos sobre la influencia del consumo de drogas de abuso y de psicofármacos en la mortalidad inducida por metadona. Como ustedes saben, la metadona es un agonista opioide sintético que se usa principalmente para el tratamiento del dolor, pero también para los tratamientos sustitutivos opioides. De hecho, está incluida en la lista de medicinas esenciales de la Organización Mundial de la Salud. Fue el primer tratamiento que se aprobó en Europa para las terapias sustitutivas por opiáceos. En concreto, en 1967 se empezó a usar ya en Suecia y hoy es el tratamiento más ampliamente utilizado en todos los países europeos. De hecho, la mayoría de pacientes que en toda Europa están en programas de tratamiento de sustitución por opiáceos se encuentran en tratamiento por metadona, llegando, por ejemplo, en el caso de España, a un 90% de los pacientes, aunque, por contra, en Francia no llegan al 40% y están por debajo de la buprenorfina. Además, es un medicamento que funciona. Los diferentes estudios realizados han demostrado que los pacientes en tratamiento con metadona consumen menos cantidad de otros opioides que aquellos que no la están tomando. Sin embargo, aparte de este efecto beneficioso, sí que diferentes estudios han demostrado que la metadona puede provocar también efectos adversos o incluso está relacionada con incrementos en la mortalidad. Este es un estudio que se realizó en Europa en el que se estudiaban los pacientes que acudían a urgencias
en problemas generados por el consumo de drogas prescritas. Y como pueden ver, en este estudio la metadona aparecía en el primer lugar de estas urgencias asociadas a medicamentos prescritos. Del mismo modo, el mismo estudio estudió también la mortalidad asociada a la utilización de drogas y se observó cómo la mayoría de la mortalidad, o los mayoría de casos, se asociaban al consumo de opioides y en ellos aparecieron también, como pueden ver, 15 muertes asociadas directamente a la metadona. También este es un estudio más reciente en España donde se ve que más del 30% de aquellos pacientes que fallecen por una reacción aguda a sustancias psicoactivas presentan niveles detectables de metadona en sangre. Por tanto, vemos que la metadona se ha asociado a la presencia de efectos adversos y también a la mortalidad. Pero, ¿cuál es el papel real de la metadona en la muerte? Pues en algunos de los casos es un hallazgo incidental que no tiene ninguna relación con la muerte, en casos como suicidios, accidentes. En otros casos puede que de algún modo pueda tener una cierta relación indirecta con la muerte por sus efectos sobre el sistema nervioso central en determinados homicidios, suicidios o por sus efectos tóxicos a nivel de determinados órganos que puedan contribuir a un mayor riesgo de muerte súbita cardíaca. Pero lo que nos interesa son aquellos casos en que la metadona está directamente relacionada con la causa de la muerte. En estos casos hablamos de intoxicación o de sobredosis de metadona y los principales efectos que se han relacionado con esta mortalidad por metadona son su efecto depresor sobre el sistema nervioso central y también su efecto de alargamiento del intervalo QT asociado a efectos arritmogénicos. En este sentido, diferentes estudios han determinado cuáles son los factores que aumentan el riesgo tanto de depresión respiratoria asociada a metadona, como pueden ser edad avanzada, patología hepática o pulmonar, apnea del sueño, pero también el uso de otras sustancias, drogas de abuso. Y también cuáles son los factores de riesgo que aumentan la posibilidad de aparición de arritmias, como en este caso mujeres, patología cardíaca o hepática otra vez, pero también aquella uso concomitante de medicaciones que puedan alargar también el QT. Tanto algunos antivíricos, muy utilizados en pacientes en tratamiento por SIDA, como también, como luego veremos, diferentes fármacos o psicofármacos que se utilizan en el tratamiento de determinadas enfermedades mentales. En este sentido, se ha descrito una larga lista de medicamentos que incrementan el riesgo de esta prolongación del intervalo QT y, por tanto, de la aparición de posibles arritmias que podrían ser mortales. En ellos aparecen drogas de abuso como la cocaína, pero también psicofármacos de utilización habitual en el tratamiento de enfermedades mentales como citalopram, haloperidol, fluoxetina, risperidona, clozapina o venlafaxina. Y también existe una larga lista de fármacos que pueden disminuir el metabolismo de la metadona, aumentando sus niveles plasmáticos y, por tanto, aumentando el riesgo de mortalidad asociada tanto a la depresión respiratoria como su efecto sobre el intervalo QT. Aquí aparecen también fármacos como amitriptilina, escitalopram, fluoxetina o sertralina. Por tanto, teóricamente, el uso concomitante de sustancias de abuso o de psicofármacos con o en pacientes con tratamiento de metadona podrían ser un potente factor de riesgo para aumentar la mortalidad por metadona. Sin embargo, lo que nosotros quisimos hacer era ver si realmente esto que se postulaba de manera teórica pasaba en los pacientes reales que tomaban metadona. Para eso realizamos un estudio analizando todas las autopsias que se realizaron en la región de Vizcaya, en el Instituto Vasco de Medicina Legal, en un periodo de 18 años, entre
2003 y 2022. En este periodo se realizaron 11.500 autopsias, en las cuales en 8.800 se realizó un estudio toxicológico y en 328, es decir, el 3,7%, se detectó la presencia de metadona. De estas autopsias, el 80% correspondían a varones, 20% a hembras y la edad media era de 42,8 años. Cuando dividimos este periodo de 18 años en sexenios, en grupos de 6 años, vimos que cada vez la edad media de estos pacientes iba siendo mayor, lo que nos daba idea del envejecimiento progresivo de esta población en tratamiento con metadona. En cuanto a los niveles plasmáticos que se detectaron de metadona, en el 50% eran inferiores a 0,5 microgramos por mililitro, en el 35% entre 0,5 y 1 y solo en el 15% eran niveles superiores a 1 microgramo por mililitro que se podrían considerar tóxicos. Cuando analizamos todas estas autopsias, las causas de muerte de estos 328 pacientes con niveles de metadona en sangre, vimos que en 93 de ellos, el 28%, la muerte no tenía una relación directa con la metadona. 44 de ellos eran muertes violentas o traumáticas, accidentales o suicidas, y en 49 de ellos, el 15%, eran muertes naturales cardíacas en las que se encontró a nivel del sistema cardiocirculatorio bloqueos de arterias carótidas o hallazgos anatomopatológicos que justificaban la muerte. Sin embargo, lo que más nos interesó fueron estas 235 muertes, el 72%, directamente relacionadas con la metadona. 64 de ellas, el 20%, fueron debidas a una bronconeumonía que se ha asociado directamente con este efecto de depresión respiratoria que produce la metadona, y en 171, más de la mitad de las muertes en las que aparecía metadona en sangre, no se encontró ninguna alteración estructural que justificase la muerte. Son lo que se denominan autopsias blancas y en este caso son atribuibles en la mayoría de los casos a un efecto arritmogénico que no se puede constatar a nivel de la autopsia. Lo que hicimos fue estudiar en estas autopsias la presencia de otras drogas de abuso y de psicofármacos, además de la propia metadona. Y lo que vimos es que en más del 80% de los pacientes fallecidos con toxicología positiva a metadona presentaban también benzodiazepinas, unos fármacos que, como ustedes saben, también provocan depresión respiratoria y, por tanto, pueden tener un efecto sinérgico con la propia metadona y aumentar el riesgo. Pero además, en más del 40% de ellos, además de la metadona, aparecieron en sangre otros psicofármacos, de los que hemos comentado anteriormente, que prolongan también el intervalo QT, teniendo, por tanto, un efecto sinérgico y aumentando el riesgo de muerte por metadona. En cuanto a las drogas de abuso, en el 41%, además de la metadona, aparecía cocaína, en el 35% cannabis, en el 25% heroína, en un 12% anfetamina y en un 12% también etanol. Además, constatamos que en muchos de los casos los pacientes fallecidos que tenían niveles detectables de metadona tenían además en sangre no solo uno, sino 2, 3, 4, incluso más psicofármacos y drogas de abuso además de la metadona. Por tanto, una vez que vimos esta situación, quisimos realizar una regresión logística para determinar cuál era el riesgo real que el consumo de drogas de abuso y psicofármacos junto a la metadona tenía en la mortalidad asociada a metadona. Así determinamos que la presencia de una o dos sustancias psicoactivas, además de la metadona, incrementaba por 5 veces el riesgo de que la muerte fuera directamente debida a la metadona. Si existían 3 o 4,
aumentaba 9,5 veces y la presencia de 5 o más sustancias lo aumentaba por 12. Cuando dividíamos este riesgo entre psicofármacos y sustancias de abuso, vimos que la presencia en sangre de un psicofármaco, una medicación normalmente para el tratamiento de la enfermedad mental, incrementaba 2,4 veces el riesgo de que la muerte fuera relacionada con metadona, mientras que la presencia de 2 o más psicofármacos la aumentaba por 3,4 veces. En cuanto a las drogas ilegales, vimos que el uso reciente de drogas ilegales incrementaba el riesgo de muertes tóxicas por metadona 1,5 veces, mientras que el uso de 2 o más sustancias ilegales a la vez que se consume metadona incrementaba prácticamente 3 veces el riesgo de metadona. Por tanto, las conclusiones de nuestro estudio fueron que la mortalidad asociada al uso de metadona es principalmente causada por su efecto de depresión respiratoria o por sus alteraciones arrítmicas, consecuencia del alargamiento del intervalo QT, y que el consumo concomitante al uso de metadona de psicofármacos o de sustancias de abuso, principalmente la cocaína, tiene un efecto sinérgico y es uno de los principales riesgos de mortalidad en aquellos pacientes en tratamiento con metadona. Y, por tanto, debiera ser uno de los elementos que debiéramos tener en cuenta a la hora de pautar metadona a estos pacientes. Por mi parte, nada más. Eskerrik asko. Merci. Thank you very much. Merci beaucoup pour cet exposé très complet. Il ne reste plus beaucoup de monde dans la salle. Évidemment, c'est le dernier atelier. Mais on a la chance parce qu'on a encore 20 minutes de discussion. Et comme ce panel est particulièrement intéressant, j'aimerais vous écouter poser des questions. Alors, personne ne veut se risquer. Ah. Oui, merci. Donc, je me lance pour une question. Donc, c'est vrai que c'est un panel riche et plein de challenges, avec 1000 questions. Alors, j'aurais 2 questions à 2 extrêmes. Une pour Pat. Il a dit que il n'aimait pas. Si on n'utilise pas le mot disorder, qu'est-ce qu'on dit du coup? Yeah, my question is about. So you said you didn't like disorder or addiction, for that matter, and I understand that can be stigma associated to that, for sure. But then at the same time, how do we, but so the underlying question is that, of course, we can just say it's, well, someone using whatever, but then is that actually fair in the sense that there's plenty of evidence that just people may be using substances, including heroin, in a very non-problematic, in a way where they manage and they're able to get around, but others don't. And yeah. Is it fair to, without stigmatizing, is it fair not to acknowledge that some people need more help than others? Mm-hmm. And how do we... You just used another word I don't like, actually. Yeah, but then if you just... I don't like the word substance in this respect. Yeah. But then how do we speak with each other?
How do we speak to each other? And with the persons that come and ask for help? Well, I hope that people who come in for help don't get accused of having drug use disorder. I don't suppose that's the kind of language that's used with people. I hope not, anyway. I mean, people use drugs. That's one way. People who use drugs is another way. There's lots of ways. And I think, in fairness to the people who use drug use disorder, they generally don't use it to the person. It's generally on a graph or something like that. But it's just, I mean, this is a very good question. And I'm trying to understand the question, actually, and I don't completely understand the question. Are you saying that you have to use the words drug use disorder? Is that what you're saying, that that's the only way you can do this? No. I'm not saying, I don't want to take too much time. No, but this is interesting. Yeah. It deserves a bit of time. I agree that many people Yeah. don't have a problem. And just using something Yeah. that is illegal is not by itself Yeah. a Yeah. disorder or a Yeah. medical condition of itself. And you might have problems related Yeah. to the legal status, and that's Yeah. not Yeah. not a mental state. Yeah. But, for example, I see people that come to me and say, well, you know, I'm using this substance and that. I have many friends that also use it. They have no problems. But I find myself in difficulty to manage. Can you help me? Probably not. But, I mean, drug user, person who uses drugs, drug problem, person who has a problem with drugs. If you have a problem with something, it's completely different from saying you've got a disorder. I think it's just a word I would never use to a human being, to be honest, or even about a human being. Because someone takes, and I actually don't understand when you use the word drug user or when you use the word person with drug use disorder. It's a language that I've never liked, and I can't explain everything that I don't like and why I don't like. That's just the way it is. Yeah, but then it's an individual experience you have. I have an individual experience. No one I have worked with uses the word drug use disorder. I don't work with my wife, but she uses it actually. But no one I work with uses that phrase, or did use that phrase. It's a phrase for academics and researchers, neither of which I am. Or maybe it's because you impress us very much, so we dare not use it in front of you. That I repress it? No, that you impress us. You are very important, so we don't want to say things you would not like. Oh, I'm not that important. And I'm no more important. I have another question for Luis. So that was a great study on methadone and casualties associated to methadone, but did you control for methadone dosing? And eventually, if methadone with low doses, was it associated to more casualties when associated to these other substances, or not? Thank you. Yes, in fact, I have time only to show some of the results of our study. We have control for not only for dosage of methadone, because always, you know, some part of these deaths related with methadone were directly related with prescribed methadone, and in other ones it was illegal methadone. And at the moment, there's no a clear relation between the dose of methadone prescribed to these people and the casualties or the risk for that. It's not significant.
Marie Roustet. Je voulais juste rebondir sur ce que tu disais, Marc, parce que je pense que c'est extrêmement important. Il y a un papier qui vient de sortir très récemment dans Addiction, proposé par les éditeurs de la revue, et qui explique qu'il est effectivement important d'utiliser des termes qui ne sont pas stigmatisants, mais que dans certains cas, il y a des termes qu'on pense ne pas être stigmatisants qui le sont quand même pour certains. Par exemple, ne pas utiliser le terme de trouble peut donner lieu à une stigmatisation des professionnels qui vont être amenés à travailler avec des personnes qui consomment des substances, mais qui eux-mêmes définissent qu'il y a un trouble sans vouloir être jugeant, mais ça fait partie de leur pratique professionnelle. Et il y a un autre élément qui était très intéressant dans cet article, c'est qu'en fait, ils évoquaient par exemple qu'aujourd'hui, on ne dit plus traitement de substitution parce qu'on considère que c'est stigmatisant. Et donc, on utilise à la place traitement agoniste opioïde. Sauf qu'ils expliquaient qu'aux États-Unis, il y a des personnes qui consomment des substances qui sont très gênées par cette terminologie parce que agonie, ça renvoie à agonie. Et donc, en fait, suivant le contexte, on pense que certains termes ne sont pas stigmatisants, mais ils le redeviennent. Et c'est la même chose que la question de l'abstinence ou du rétablissement. J'ai été très frappée il y a quelques jours, j'étais aux 50 ans de l'association Charonne, et la semaine dernière à Inchou, et j'ai entendu de la France et du Royaume-Uni 2 expériences de personnes qui sont des activistes de la réduction des risques, mais qui ont elles-mêmes ont fait un choix d'abstinence. Et elles expliquaient que pour elles, et j'en suis persuadée, quand l'abstinence est choisie, ça fait partie de la réduction des risques. Et qu'elles se sentaient exclues, parfois, quand elles évoquaient le fait qu'elles avaient choisi l'abstinence pour elles, mais qu'elles étaient tout à fait en faveur de la réduction des risques, qu'on leur renvoyait parfois des messages très stigmatisants sur le fait qu'elles parlaient de l'abstinence, mais c'était un choix pour elles, donc un choix de réduction des risques. Et la grande différence, c'est quand l'abstinence est imposée, c'est là où elle devient contraire à la réduction de risque. Donc les mots comptent, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important, mais il faut aussi les recontextualiser et s'intéresser au sens que ça peut avoir pour toutes les parties prenantes. Et c'est pour ça que je trouve que c'est très intéressant ce que tu viens de souligner. Et je vous renvoie à cet article d'Addiction. Yeah, may I add I think something? what I mean is that it's a phrase that pathologizes a social phenomenon. Because for me, this whole thing is a social phenomenon. Well, it also it diagnoses everybody under one umbrella. For example, when you look at the clinical terminology of drug use, right? You have drug use, misuse, abuse, and addiction, right? So not every drug user is an addict. Everyone who uses drugs misuses drugs. And we could also flip it and say, do you have sugar in your coffee? Every time you drink coffee, you put sugar in it. Would you, if I told you you can't have sugar in your coffee, you would not really like the idea because you would prefer sugar in your coffee. So do I say you have a substance use disorder because you absolutely have to have sugar every time you drink coffee, right? For example, right? Can I say one thing excuse me to interrupt, but I would like to just acknowledge from a medical clinician perspective, the diagnosis of opioid use disorder, I think at the core, we don't want it to be a label. In a medical context, it needs to be a diagnosis. But not everybody who, as we've all acknowledged, uses opioids has a use disorder. Right. But there are medical criteria, and we can say someone has a mild, a moderate, or a severe opioid use disorder depending on a number of factors. So I don't think it's accurate to say that it shouldn't be a label, it should be a diagnosis, and I think that it gets conflated and misused, and it can be stigmatizing. It can also, at the bedside, in the hospital, when I work with people, I'm very explicit about the term, and I say, I may use the term alcohol use disorder, which can feel very technical, but I want to talk to you about it the way I talk to you about your diabetes, and we sort of have a conversation about, how do they relate to that term? What does that mean for them? So it then becomes a personal conversation. But I do think we need clear criteria to make an accurate diagnosis
And that's the whole thing about words matter. It shouldn't be this PC conversation. Not that this is a PC conversation, but it shouldn't be a PC or sort of politically correct conversation. It needs to be about using clear and accurate language. Yeah. And the term should be used in the right context, under the right conditions. If I'm in a hospital or treatment facility and I'm seeing patients, yes, they're admitted and they're getting treatment, so then I can understand they're diagnosed and they have certain issues related to substance use. But if we're just talking about drug users, that's it. There are people who use drugs. And they might have risk associated with drug use, which could be a number of risks associated with drug use. But there's also another word, chaotic drug user. Also got to be chaotic, you know? Okay, so, but we're not going to get into that. But yeah, I think it's under the right context. I think the setting and the context, the word, certain terminology should be used appropriately. And that's probably about the best thing. Bonjour, merci pour la qualité des débats en fin de journée. Moi, je suis un des locals de l'Étape et je suis sur un hôpital de jour à côté qui a été monté avec l'ARS, un gros projet où on travaille tous les éléments que vous faites depuis des années, au travers de Marc Auriacombe, au travail des éléments de BISIA. Et moi, je vois la RDR comme un outil clinique du psychiatre addictologue au quotidien. Hein. Tout ce travail qui s'appelle intervention brève, qui s'appelle entretien motivationnel, qui débouche sur différents niveaux gradués en fonction de l'objectif du patient en termes de soins. Et la question que j'ai aujourd'hui, en tant que pédopsychiatre aussi, c'est est-ce que le défi de la RDR aujourd'hui ne serait pas la connaissance ? Parce qu'à l'ère de Wikipédia, de TikTok, de tous ces éléments, de Telegram, du fait qu'on puisse commander n'importe quoi, n'importe quand dans toutes les villes de France aujourd'hui, et on ne sait même pas ce que c'est non plus, parce que le vendeur ne le sait pas non plus, comme le montrait Syntex, comme on le voit régulièrement. Est-ce que la question aujourd'hui, ça ne va pas être justement cette connaissance pour les jeunes et pour les moins jeunes, qu'il y a des produits, quelles en sont les propriétés, quels en sont les risques, et que ça soit facile d'accès ? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que le discours académique que Marc Auriacombe, moi, quand un patient vient me voir en me disant « je suis alcoolique », je lui dis « non, monsieur, vous êtes victime d'un trouble de l'usage de l'alcool, c'est une maladie chronique, comme le diabète est une maladie de régulation de la glycémie. » Et là, on peut travailler sur l'empowerment, on peut travailler sur la capacité du patient de faire de l'automesure, de faire des techniques qu'il s'auto-inflige pour aller mieux. Mais ça, cette réalité-là, tant que les patients ne sont pas convaincus aussi par des moyens, et les jeunes, hein, encore plus maintenant avec tout ce qui est commandé. Donc je me demande s'il n'y a pas ce défi aussi de la connaissance un peu multimodale et facile à accepter, de la vulgarisation aussi des neurosciences. Alors il y a le Math Digital qui le fait en France, mais c'est vrai que moi je le vois dans le travail dans les CJC, dans le travail du quotidien. Merci. Encore une question pour Monsieur Lebeau. C'est pas une question, c'est plutôt une remarque sur le fait qu'il faut tout de même se méfier de l'angélisme. Alors, je sais bien que là, on parle d'une certaine manière de sémiologie, mais oui, il m'est arrivé d'être en face d'usagers chaotiques et violents. Il m'est arrivé d'avoir peur en face de certaines personnes qui me menaçaient, parfois de mort. D'ailleurs, je me souviens d'un type qui m'avait dit « Je connais ton adresse, je vais aller tuer ta femme et tes enfants ». Et à l'époque, je n'étais pas du tout préparé à ce genre de remarques. Et je me suis dit « Heureusement que je n'ai pas une arme avec moi ». Parce que peut-être que j'aurais été incapable de ne pas l'utiliser tellement ce qu'il avait dit sur ta femme et tes enfants m'avait troublé, perturbé. Donc, je vais arrêter de jouer au réac, mais je pense qu'il faut quand même raison garder. La scène des usagers de crack est parfois assez violente et pose des problèmes aux riverains. Et je ne pense pas que ce soit des mots qui permettent de dépasser quelque chose qui, par exemple, est de l'ordre du conflit d'intérêts. Je fais une dernière remarque. J'avais été extrêmement impressionné par le fait que aux Philippines, il y avait une bonne partie de la population des Philippines qui soutenait Duterte, qui menait une politique absolument criminelle qui consistait à abattre de manière extrajudiciaire des usagers ou supposés usagers de drogue. Et alors, je trouvais extrêmement surprenant que la population soutienne
cette politique criminelle est une partie de l'explication, peut-être pas toute l'explication, mais une partie de l'explication tenait au fait que la scène, comme on dit, de la méthamphétamine est une scène assez violente. Voilà, je voulais juste rajouter une pointe de non-angélisme à cette session. Non, mais ce que tu dis est important, Bertrand. Je pense que c'est important de reconnaître qu'il y a de la violence dans ce monde de l'usage de drogue. Il y a de la violence déjà entre usagers. Et donc souvent, les personnes qui consomment sont les premières victimes de cette violence. Mais c'est très compliqué également, tu as raison de le dire, pour certains riverains, pour certains professionnels aussi. Mais ce qui compte, c'est, je pense, c'est la grande différence quand on est acteur de réduction des risques ou sensible à la réduction des risques, c'est les réponses qu'on va apporter à cette violence. C'est-à-dire que la réponse qui va être proposée par les acteurs de réduction des risques, c'est faire en sorte d'améliorer les conditions de vie des personnes, les écouter, leur donner accès aux soins pour qu'elles puissent elles-mêmes limiter cette violence. Les réponses qui sont proposées parfois par certains riverains ou par d'autres, par différents mouvements conservateurs, c'est de dire qu'il faut arrêter la réduction des risques, il faut mettre tout le monde en prison et mettre tout le monde dans des centres de désintoxication forcée. Je pense que la différence, elle est là, dans la réponse qu'on va apporter. Mais je pense qu'on est tous et toutes conscients du fait qu'il faut aussi parler de cette question-là, parce que si on ne parle pas de la question de la violence, les acteurs, les personnes qui la subissent, ne prennent pas au sérieux ensuite les discours des acteurs de réduction des risques. I just want to recommend a book that might explain my view. And it's by a guy called John Booth Davis, and it's called The Myth of Addiction. And I recommend you to read that book. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'était la dernière, mais on peut en prendre encore une. Bernard Kouchner voudrait dire un mot. Non, j'aime bien, non pas du tout. Mais je trouve ta formule. Oui, tu peux en avoir une. Allez, on conclut. C'était là. Bon, moi, je trouve. Mais la réponse m'a troublé. Évidemment, si on a une solution. On parlait de violence, on parlait de certaines menaces qui pesaient en effet sur les praticiens. Et il y avait là des réflexions qui n'étaient pas les mêmes, originées par des médecins ou par des scientifiques. Ce n'est pas pareil. Il y a un problème dans le rapport entre le médecin et le patient, qui suppose, ou qui interdit plutôt l'angélisme dont tu parlais. L'angélisme total. Et pourtant, Dieu sait si dans ces rapports-là, il devrait y avoir de l'angélisme. Et quand la réponse n'est pas, en effet, complètement économique ou complètement répressive, alors oui, mais la réponse n'est jamais complètement économique, ni jamais complètement répressive, mais en tout cas, ce sont des non-réponses, puisqu'il n'y a pas de suffisance dans les réponses et même d'efficacité dans ces réponses. Donc il demeure un domaine de ce commerce particulier qui est quand même encore extrêmement, comment dirais-je, difficile, compliqué comme on dit maintenant. Excuse-moi, c'est la dernière réponse parce que ce n'était pas une réponse, il n'y en avait plus. Jean-Pierre, on peut clore la session. Est-ce que tu veux dire un mot? On va clore la session et faire la session de clôture qui va être juste un peu de photo de famille. D'accord. Donc merci pour votre présence, ceux qui sont restés, et surtout merci au panel qui était remarquable.